J'ai essayé de montrer dans les derniers cours les modes d'interaction de la société humaine avec les trois sphères que sont d'abord la matière en général, inerte comme vivante, ensuite les idées et la connaissance, l'intangible donc, et finalement les humains eux-mêmes au moyen des agencements de la biopolitique. Derrière ces interactions informationnelles avec ces trois sphères se cache l'idée d'un système cybernétique global par lequel passent les échanges et qui contribue, au moyen de boucles de rétroaction, à développer la connaissance, à augmenter l'exploitation des ressources et à optimiser la société humaine. L'idée d'un tel système cybernétique global n'est pas nouvelle. On la retrouve dans la littérature, souvent sous un angle dystopique. Dans les outils, surtout récents, proposés pour l'analyse scientifique des systèmes sociaux complexes, et également, mais souvent de manière moins explicite, dans la pratique politique. Les dimensions d'un tel système cybernétique incluent un fonctionnement organique, reposant sur des entités indépendantes qui échangent matière, énergie et information, et peuvent être conçues comme essentiellement au service les unes des autres. Une accumulation globale de connaissances, l'encyclopédie, distribuée dans le système global, concentrée à certains endroits, et parfois avec de fortes asymétries d'information. Des phénomènes d'émergence également, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles structures, la révolution numérique en est un exemple. Une capacité d'évolution finalement et d'adaptation à de nouvelles contraintes extérieures par exemple. L'idée d'un système global de contrôle de la société humaine apparaît donc dans trois ordres différents de l'activité humaine, la fiction, l'analyse et l'action. Les deux premiers sont dans l'ordre de la pensée du système. D'une part, une pensée par la métaphore, le pas de côté que permet la littérature, et d'autre part, une pensée à visée scientifique, descriptive, systémique, et autant que possible, prédictive du réel. C'est au travers de ces trois ordres de l'activité humaine que je voudrais aborder cette question de la société du contrôle et de l'idée d'une machinerie globale du traitement de l'information et de la commande. Par la fiction d'abord. La littérature dite de science-fiction comporte une branche particulière, riche d'une longue série de romans en particulier, essentiellement dystopiques, qui présentent des régimes autoritaires disposant d'un niveau technologique en général très avancé par rapport à celui de l'époque de la rédaction, et qui mettent en œuvre une politique déshumanisante basée sur de nouvelles normes comportementales qui, de manière générale, optimisent le fonctionnement de la société sur une base qui peut se revendiquer de la rationalité. L'idée est alors de critiquer cette rationalité. La perspective de la dégradation environnementale rentre aujourd'hui en résonance avec cette inspiration dystopique. L'action ensuite. Gouverner, c'est organiser le fonctionnement de la société en tentant de l'orienter suivant des choix politiques et en tentant de s'adapter au mieux aux réalités fluctuantes. C'est donc toujours une certaine forme d'activité cybernétique. L'économie, comme discipline, est traversée par des débats idéologiques et techniques sur la manière de parvenir aux meilleurs équilibres. Certaines expériences politiques concrètes, parfois très futuristes par rapport à leur époque, ont été tentées pour l'optimisation de la société par la maîtrise des flux d'informations, avec une vue sur les finalités et le fonctionnement global. Le projet CyberSyn du président Salvador Allende au Chili dans les années 70 est un exemple emblématique, parce que véritablement précurseur de ce type d'expérience. Je vais en parler. Et enfin, les outils d'analyse du fonctionnement, on pourrait dire du design du monde, de plus en plus nombreux aujourd'hui, pour tenter de comprendre d'une manière systémique ce qu'on observe en général sous un angle particulier en considérant les parties, l'activité d'une entreprise ou d'un service de l'administration publique, les changements politiques dans un pays, sans lien avec le mouvement du monde. L'évolution des mèmes, des idées et des normes, si fondamentaux pour comprendre d'où s'exerce le pouvoir. La littérature, quand elle envisage de manière critique les formes politiques de la société, peut le faire avec optimisme, mais c'est plus souvent le pessimisme qui domine. Et pour ce faire, les auteurs exploitent régulièrement la technique du biais. Le meilleur moyen d'exprimer une critique sérieuse, mais libre, consiste en effet à se projeter dans un ailleurs, qui peut être un ailleurs dans la géographie, ou un ailleurs dans le temps, ou encore un ailleurs par le regard, en invitant un outsider, un persan par exemple, faussement naïf, dans la société contemporaine. Ce qui caractérise la littérature politique aujourd'hui, et globalement tout au long du XXe siècle, c'est un profond pessimisme, particulièrement incarné par un courant de la fiction, dit dystopique, qui développe l'idée d'une société très étroitement gouvernée et surveillée, suivant des principes optimisés qui sont justifiés scientifiquement. Ces sociétés dystopiques déploient des capacités de contrôle très fortes, parfois même invasives jusque dans les corps même des humains,
accompagnée de la mise en place de nouvelles normes comportementales, de nouvelles formes de normalité qui mettent le lecteur mal à l'aise. La tension entre la technologie, les formes et les acteurs de pouvoir et les normes sociales est omniprésente dans ce courant. Cette opposition entre une vision optimiste et une vision pessimiste de la société humaine remonte bien sûr on ne peut plus loin dans l'Antiquité et les mythes. Le vocabulaire contemporain lié à l'utopie et à la dystopie est plus récent. Le mot dystopie est attribué à John Stuart Mill, qu'il a utilisé dans un discours au Parlement en 1868 à propos de la politique de la Terre en Irlande. Le terme prend le contre-pied de l'utopie, introduite par Thomas More dans son ouvrage éponyme de 1516. Son sens varie suivant l'interprétation du radical grec qui se cache dans le U et qui peut renvoyer soit au préfixe e, bon en grec, soit au préfixe ou de la négation en grec. Derrière ce jeu de mots se cache le sens de l'utopie, celui d'un idéal inatteignable. Différentes variantes de l'antonyme de l'utopie ont été proposées, comme la cacotopie, introduite par Jeremy Bentham en 1818, un mot nettement plus négatif encore que l'est la dystopie. C'est intéressant que l'on attribue ces concepts à Jeremy Bentham et à John Stuart Mill, deux philosophes anglais, ardents défenseurs des libertés, précurseurs dans de nombreux domaines, l'égalité de l'homme et de la femme, l'abolition de l'esclavage, la liberté de la presse, pour ne mentionner que quelques domaines, qui ont fait d'incomparables progrès au cours de l'histoire, au point qu'on aurait pu penser qu'ils faisaient partie des acquis politiques de la modernité, mais qui font un retour surprenant dans les controverses contemporaines. Mill est un libéral. Il défend l'idée d'une très grande liberté individuelle et d'une limite dans les capacités de contrôle de l'État. Mais c'est aussi un partisan de l'utilitarisme, l'idée de maximiser les utilities, les services essentiels, pour optimiser le bonheur et le bien-être de la population. La dystopie naît dans cette tension entre la liberté et l'utilité. En fait, utopie et dystopie ne sont pas tant antinomiques que complémentaires, comme le yin et le yang de la tradition chinoise qu'il convient d'équilibrer. Nombre de dystopies sont l'aboutissement d'utopies. Les dystopies plongent souvent leurs racines dans le progrès technologique, ou le socialisme par exemple, et les utopies émergent des catastrophes dystopiques. La société consumériste dans laquelle nous vivons est une utopie d'un monde sans limite, dans lequel on peut jouir des ressources sans entrave. Elle se transforme subrepticement en une effroyable dystopie, dès lors qu'on a le sentiment qu'elle se développe au prix de la dégradation des conditions d'existence même de l'humanité. Bien sûr, on peut faire de nombreuses lectures de l'utilitarisme, en fonction des priorités et des moyens déployés pour parvenir à mettre en œuvre les services essentiels. C'est pour une grande part une question d'optimisation. On peut chercher à optimiser de manière totale pour l'ensemble de la population, ou en moyenne pour la population dans son ensemble. On peut chercher à garantir un minimal universel, ou offrir des services plus discriminants. Les moyens peuvent reposer sur le développement d'actions, comme la construction d'infrastructures ou de services essentiels, ou donner la priorité aux normes imposées à la population, comme l'hygiène et l'éducation par exemple. On est alors au cœur des questions de biopolitique, qui se développent avec la capacité du gouvernement au début du XIXe siècle de mieux savoir et de mieux servir. La question du bonheur et du bien-être est donc explicitement posée. L'idée que le progrès technologique contribue au bonheur est largement répandue et seulement marginalement interrogée. Mais c'est dans la faille entre l'humain et la technologie que les mauvaises herbes du doute vont pousser. La littérature dystopique se développe fortement dans les années 20-40. Elle est contemporaine de la Révolution d'Octobre, de la montée en puissance de l'URSS, des répercussions de la crise de 29 et du chômage de masse, de l'établissement du Troisième Reich, et de l'émergence de nouvelles formes d'organisation politique, associant comme jamais auparavant maîtrise technologique et société de surveillance. Je voudrais illustrer mon propos par quelques exemples. Au début des années 20, peu après la Révolution d'Octobre donc, Yevgeny Zamatin, écrit Nous autres. Ça se passe dans un futur lointain, sous un État totalitaire, qui répond à une organisation logique et mécaniste. Les personnes sont identifiées par un numéro. Leur comportement est réglé par des formules et des équations définies par l'État. Toute la société, à l'exception des marges hors les murs, là bien sûr où se fomenteront les tentatives de révolte, répond à une logique scientifique. L'État gère le bonheur des citoyens en réglant tous les aspects de la vie humaine. Les relations sexuelles ne sont permises que dans ce cadre utilitaire. Tous les éléments sont déjà réunis, des normes sociales à l'optimisation scientifiquement justifiée.
Une décennie plus tard, alors que le chômage fait rage au Royaume-Uni, touché par la crise de 29, Aldous Huxley, écrivain et penseur britannique, écrit lors d'un séjour en France Le meilleur des mondes. Dans l'univers de Huxley, le pouvoir est associé non seulement au progrès technique, mais également aux dérives d'une meilleure connaissance de la psychologie, du recours au behaviorisme pour contrôler les humains. La reproduction sexuée a disparu, les humains sont fabriqués en laboratoire et les embryons sont conditionnés pour correspondre aux besoins de la caste sociale à laquelle ils sont destinés. La société est donc organisée en castes, avec deux castes supérieures, les alphas, élites dirigeantes, et les bêtas, travailleurs intelligents, et les castes inférieures de travailleurs. La sexualité n'est qu'un loisir non reproductif et sans attachement, et toute la population consomme une drogue, le soma, qui facilite la cohésion sociale. Cette idée de la préparation des humains au monde dans lequel ils vont vivre émerge donc dans la littérature avant la découverte de l'ADN et les progrès de la biologie moléculaire, qui vont ouvrir de nouvelles dimensions aux utopies eugénistes, à cette époque hors de portée des technologies, mais pas de l'imagination. Isaac Asimov, écrivain parmi les plus prolifiques de l'histoire, américain d'origine russe, ayant quitté le monde académique pour se consacrer exclusivement à la littérature, aura une très forte influence sur la science-fiction. Il est aujourd'hui très présent dans le débat public, presque 30 ans après sa disparition, à cause en particulier de ses lois sur la robotique, sorte de décalogue du robot, qui pose dans les années 40 les bases de l'éthique, des rapports entre les robots et les humains, loi remise en cause aujourd'hui par l'adoption des robots tueurs dans la défense. Asimov crée la nouvelle discipline de la psychohistoire, une science algorithmique qui permet de prédire l'avenir en termes probabilistes. Dans son œuvre Foundation, Harry Seldon, le professeur de mathématiques de la planète Trantor, inventeur de la psychohistoire, est capable de prédire la chute de l'Empire galactique et de développer un moyen de raccourcir les millénaires de chaos à venir. C'est une anticipation impressionnante de l'idée de gouvernance par les nombres, pour reprendre l'expression d'Alain Suppiot. L'usage du big data aujourd'hui ne ferait pas rougir Harry Seldon, même si la partie la plus visible de l'activité contemporaine concerne la prédiction du comportement futur des individus par les plateformes, et pas seulement le comportement global. Un autre écrivain britannique aura une influence majeure, George Orwell. Rédigé en 1948, dans les années d'après-guerre, alors que le règne brutal de Staline s'exerce sur la Russie, 1984 est sans doute le plus grand classique de la littérature dystopique. Décrivant un monde totalitaire, avec un niveau inégalé de surveillance de masse, d'embrigadement et de répression, Orwell introduit dans 1984 d'innombrables concepts qui font partie aujourd'hui de la langue courante, et pour une part, au-delà de la langue, de notre réalité, comme les téléscreens, à la fois écran et caméra, la surveillance de Big Brother, la police de la pensée, le newspeak, 9 langues en français, etc. La crise de la pensée dans les pays occidentaux, l'enfermement du débat dans d'innombrables controverses, la volonté de lutter contre la désinformation, les fake news, évoquent chaque jour un peu plus 1984. Ce n'est pas pour rien que le roman connaît une telle popularité. Si la période de l'émergence du fascisme et de la dictature en Europe et en Russie est favorable à la littérature dystopique, celle-ci se manifeste en fait bien plus tôt. Elle commence à apparaître au tournant du siècle avec l'idée d'une société entièrement organisée selon une rationalité scientifique qui tourne le dos aux humains et à ce qui donne du sens à la vie, les croyances, les valeurs, les arts et les lettres en particulier. Jack London apparaît comme un précurseur et un sombre visionnaire avec son roman Le Talon de fer, publié en 1908. Le roman décrit la montée en puissance d'un mouvement socialiste aux États-Unis qui génère une réaction brutale des conservateurs, les oligarches, qui établissent une dictature pour éviter la victoire des socialistes aux élections. Si rien de tel ne va se passer aux États-Unis, ce scénario est prémonitoire de ce qui allait advenir dans un certain nombre de pays d'Europe dans les années 20 et 30. L'histoire du talon de fer est considérée par un chercheur qui vit plusieurs siècles plus tard, avec toutes les difficultés de compréhension du temps passé. London exploite donc ce biais d'un regard déporté dans le temps sur le monde dans lequel il vit, lui, et pour lequel il imagine un scénario politique sombre et qu'il considère de manière engagée politiquement. On peut remonter encore un peu dans le temps, et en France. Jules Verne écrit dans sa jeunesse un roman, Paris au XXe siècle, profondément dystopique. Mais sur le conseil de son éditeur, ce roman ne sera jamais publié, à cause de l'impact négatif qu'il pourrait avoir sur sa réputation. Ce roman, rédigé dans les années 1860, en plein Second Empire,
décrit Paris 100 ans plus tard, un Paris moderne, utilitariste. Et si l'idée de société du contrôle n'est pas encore aussi présente, les nouvelles normes de la vie ne laissent déjà plus beaucoup de place à la liberté. Le contrôle est social, pour une société purement utilitariste, d'une modernité étonnante à la Jules Verne. Ce qui est incroyable, c'est que ce roman de Jules Verne ne sera publié qu'en 1994. Venons-en maintenant à l'époque plus contemporaine. La littérature dystopique a évolué, elle s'est ramifiée au sein de la science-fiction. Parmi ces ramifications, le mouvement cyberpunk, fortement dystopique lui aussi, émerge dans les années 80. Il traite des technologies, de cybernétique et de nouvel ordre social. Il est très développé au Japon en particulier, sous la forme de manga ou d'anime. Le mouvement plonge ses racines dans les auteurs de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le mouvement New Wave des années 60-70, la révolution sociale, sexuelle, la drogue et la montée en puissance concomitante de la technologie. Il se revendique de Philippe K. Dick, obnubilé par les gouvernements autoritaires, l'hyperpuissance des corporations monopolistiques et une humanité qui vit dans des états de conscience altérés. La lutte entre des groupes d'humains en général, marginalisés, et le système cybernétique de la datasphère est le thème central d'une grande partie de ce mouvement. Les hackers, l'intelligence humaine contre celle de la machine. On assiste avec la littérature de science-fiction à un phénomène assez curieux, qu'on peut rapprocher de la grande accélération. Elle évolue au fil du temps pour se projeter dans des futurs qui, curieusement, sont de moins en moins éloignés de nous. Elle donne à découvrir des univers dominés par le contrôle social, développement de nouvelles normes dans les relations humaines, sexuelles en particulier, souvent déconnectées de la reproduction, sans projection sur les générations futures par conséquent, entourées de technologies, somme toute presque banales, souvent assez proches de celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est le cas en particulier du mouvement cyberpunk, qui a contrairement aux grands textes des années 30-40 comme Asimov, qui se passe à une époque lointaine où la Voie lactée est entièrement habitée, promeut une nouvelle littérature qui se déroule dans un avenir de plus en plus vertigineusement proche. Peut-être sommes-nous en fait déjà entrés dans la dystopie de la société du contrôle, et ces boucles de rétroaction infernales qui se resserrent chaque jour un peu plus sur nous, d'une manière inéluctable. Cette dystopie du contrôle s'invite dans une autre dystopie, plus générale encore, celle du bombardement d'informations concernant la dégradation de l'environnement, et par conséquent, des conditions d'existence de l'humanité. Or, il ne s'agit pas ici de fiction, mais bien du réel du monde dans lequel nous vivons. Et par réel, je ne parle pas tant de l'environnement en tant que tel, mais du discours catastrophiste sur l'environnement, et des implications et des projections pour les générations futures. Un discours néanmoins directement issu des productions de la science. Curieusement, ce sujet, probablement le plus essentiel de tous pour les humains, n'est pas central dans la littérature, comme le note avec un certain dépit l'écrivain et penseur indien contemporain Amitav Ghosh. Dans son livre « Le Grand Dérangement », il note que le changement climatique est peu présent dans la fiction. Si une fiction contemporaine aborde le changement climatique, elle a toutes les chances de finir dans la rubrique de science-fiction. Quel étrange paradoxe. Et Amitav Ghosh de s'exclamer, je cite, « C'est comme si dans l'imaginaire littéraire, le changement climatique s'apparentait d'une manière ou d'une autre à des extraterrestres ou à des voyages interplanétaires. » Fin de citation. L'idée de la dégradation environnementale est développée dans un courant littéraire en effet proche de la science-fiction, dénommé climate fiction, abrégé en CLIFI, appelé encore écotopie, mais nettement moins important que l'univers de la technologie, de la société du contrôle ou de la dégradation de la conscience humaine. Pour autant, la question du changement climatique est déjà présente dans la littérature du XIXe siècle, chez Jules Verne par exemple. Dans Paris au XXe siècle, dont je viens de parler, le roman se termine sur un hiver épouvantable, avec des températures qui chutent de 30 degrés, conduisant à des famines apocalyptiques. À l'époque où écrit Jules Verne, on sait depuis peu que le climat a évolué et qu'il y a eu des périodes glaciaires en Europe. On trouve bien sûr dans la littérature contemporaine quelques grands écrivains dont les œuvres ne sont pas restreintes à un cercle particulièrement sensible à la question environnementale et qui abordent ces questions. C'est le cas par exemple de Margaret Atwood, qui dans sa trilogie Oryx and Crake, The Year of the Flood et Mad Adam, décrit un monde qui, sous l'effet d'un changement climatique brutal, s'installe dans les inégalités sociales et développe les technologies génétiques. Pour Amitav Ghosh, cette situation est déroutante. Compte tenu de ce que le changement climatique présage pour l'avenir de la Terre, ce devrait être la principale préoccupation des écrivains du monde entier. Or, c'est très loin d'être le cas.
Il dit « Nous sommes entrés dans une époque où la folie sauvage est devenue la norme. Si certaines formes littéraires sont incapables de naviguer dans ces eaux, elles auront échoué. Leurs échecs devront s'inscrire dans l'échec imaginatif et culturel plus large qui est au cœur de la crise climatique. » Fin de citation. C'est un point, à mon sens, absolument fondamental que soulève ici Ghosh. Le fait que la littérature soit incapable d'aborder massivement la question de la dégradation environnementale montre que nous sommes en fait incapables d'y faire face. Nous ne savons pas comment la représenter. Nous pouvons la décrire scientifiquement, mais pas la traiter humainement, socialement et politiquement. Amitav Ghosh considère qu'il est probable que notre ère, qui se félicite tellement de sa conscience de soi, restera connue comme celle du grand dérangement, le titre d'un de ses livres. Pour moi, le lien entre dégradation environnementale et société du contrôle est si évident que les deux ne sauraient être séparés. Mais ce qui domine la pensée dystopique, c'est la focalisation sur la détérioration intentionnelle par les humains de leur organisation politique, et non pas l'impact de la dégradation non intentionnelle de leurs conditions d'existence sur la Terre. A l'inverse, l'utopie va être de sauver la planète, comme si la planète attendait quoi que ce soit des humains. L'objectif beaucoup plus prosaïque de préserver les conditions de vie des humains est beaucoup moins porteur. Je voudrais maintenant aborder la question des réalisations politiques, au travers de quelques exemples. Le XIXe siècle a exploité les données pour le gouvernement comme jamais auparavant, avec le déploiement des recensements de la population et l'usage des statistiques. C'est un travail manuel, mais qui a conduit à la croissance d'administrations puissantes. Celles-ci ont commencé à automatiser le traitement des données dès la fin du XIXe siècle aux États-Unis pour le traitement des données de la population, au moyen des cartes perforées, traitées par des machines électromécaniques. Le XXe siècle sera celui de la croissance du volume de données et de la capacité de traitement. La question de quelles données pour quel usage a progressivement pris une importance croissante. C'est une question de nature profondément idéologique. On laissera de côté les usages extrêmement dystopiques, comme celui des machines IBM de recensement ayant servi pour la déportation pendant la période du nazisme. L'enjeu est de savoir ce qu'il convient de remonter comme données et ce qu'il faut laisser au contraire sur place. Et d'autre part, ce qu'il convient d'en faire comme traitement, partage ou publicité. Finalement, l'action de l'administration peut favoriser, inciter ou contraindre à certains comportements sur la base des données. Cette problématique sur les données et la machinerie étatique s'inscrit au cœur des controverses entre les théories économiques qui divergent sur des questions fondamentales comme le contrôle de l'État, le recours à la planification ou la liberté du marché. Le recours aux méthodes de la recherche opérationnelle pour la résolution de problèmes et l'aide à la décision dans l'industrie, le transport, la finance, mais également pour les politiques publiques, a, dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, contribué à généraliser la mathématisation des problèmes, l'usage de méthodes numériques et statistiques pour la simulation et l'optimisation, une familiarisation croissante par conséquent avec les données et le travail sur des modèles abstraits de la réalité. C'est à cette époque également qu'apparaît une nouvelle discipline des systèmes, la cybernétique. La cybernétique est née au milieu des années 40, d'un constat simple, les similarités remarquables entre les systèmes sociaux, naturels et mécaniques, dans leur manière de parvenir à s'autoréguler pour se maintenir dans des états relativement stables. Dans son livre Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, publié en 1948, Norbert Wiener, le père de la cybernétique, analyse le comportement humain en s'inspirant du fonctionnement des technologies pour mettre en évidence les mécanismes de rétroaction. Le corps humain est comme une machine à rétroaction qui maintient de nombreux équilibres biophysico-chimiques, comme les taux de différents composants chimiques dans le sang ou la température du corps, et ce en s'adaptant d'une part à l'activité du corps, l'effort, la digestion ou le sommeil par exemple, et d'autre part aux conditions extérieures, météorologiques ou dangers par exemple. Le maintien de ces équilibres permet l'homéostasie. Ce mécanisme d'homéostasie est omniprésent dans les mondes naturels et technologiques. Le concept vient de la physiologie. Il est attribué à Claude Bernard, au milieu du XIXe siècle, un siècle avant la cybernétique donc. Depuis, il est devenu central dans l'analyse des systèmes. Les rétroactions ont été exploitées dès l'Antiquité, pour des systèmes de gestion de réservoirs d'eau. Mais c'est véritablement à partir de la machine à vapeur, qui intègre un mécanisme sophistiqué, généralisé par James Watt à la fin du XVIIIe siècle, le régulateur à boucle, qui permet de réguler la vitesse de rotation, que les machines industrielles vont intégrer des mécanismes de rétroaction complexes.
L'idée qu'une société, dans son ensemble, puisse être non seulement décrite, mais également gouvernée suivant la cybernétique, est alors assez naturelle. Elle trace une voie entre la planification a priori de l'économie et la régulation libérale par le marché. C'est clairement ce que font les plateformes d'intermédiation dont on sous-estime certainement la radicalité sur le long terme. Pas étonnant non plus que la cybernétique soit contemporaine des grandes dictatures, exploitant une terrifiante rationalité scientifique dans l'art du gouvernement et du contrôle des populations. Je voudrais parler de cette expérience que j'ai mentionnée, plutôt étonnante, qui a été conduite bien avant l'émergence de l'économie numérique, donc bien avant le développement des moyens technologiques qui permettront les grandes plateformes globales, qui relient tout le monde au système. Je veux parler du projet CyberSyn pour Synergie cybernétique, qui a été conduit sous l'impulsion du président Salvador Allende au Chili au début des années 70, il y a donc 50 ans, avec des moyens technologiques qui laissent vraiment rêveur aujourd'hui. Le but du projet était de créer un système de communication avec un réseau d'ordinateurs pour piloter la gestion du secteur public de l'économie chilienne. En son cœur, les responsables gouvernementaux pourraient consulter en temps réel les informations les plus importantes sur les processus économiques, formuler des plans d'action et transmettre des conseils et des directives aux responsables des entreprises sur le terrain. Mais conformément aux principes cybernétiques et aux idéaux du gouvernement Allende, ces concepteurs visaient à promouvoir l'autonomie des travailleurs et des cadres inférieurs, et non à mettre en œuvre un système top-down de contrôle centralisé. Le système reposait sur un réseau d'environ 500 téléscripteurs situés dans des entreprises dans tout le pays et dans les bureaux du gouvernement à Santiago. Ils étaient connectés à un ordinateur central géré par le gouvernement qui recevait les informations, alimentant ainsi un logiciel de modélisation économique où seraient réalisées des prévisions et des ajustements. Il pourrait ainsi prendre en compte de nombreuses variables, des approvisionnements en matières premières à la production industrielle. Le projet, surnommé ultérieurement Internet socialiste, est resté assez confidentiel et ne fut en fait jamais complètement achevé. Mis en œuvre par une équipe multidisciplinaire et internationale, un prototype avancé a été réalisé, mais son développement a été interrompu par le coup d'État de 1973. La conception a été assurée par Stafford Beer, que le gouvernement Allende est allé chercher au Royaume-Uni. En fait, des idées similaires étaient à l'étude depuis les années 60 en Union soviétique pour améliorer la planification. Stafford Beer est un cybernéticien britannique, un personnage assez remarquable, écrivain prolifique, praticien influent en recherche opérationnelle et cybernétique. Dans les années 60-70, il a développé son modèle de système viable. C'est contemporain de la dynamique des systèmes de Forrester au MIT et des modèles qui serviront pour le rapport du Club de Rome de 72. Beer considère que les entreprises sont des homéostats, des structures qui ont un objectif, leur survie, et dont le fonctionnement repose sur nombre de boucles de rétroaction, entre l'entreprise et ses fournisseurs, entre les travailleurs et la direction, etc. Le modèle de système viable modélise la structure organisationnelle de ces systèmes autonomes, capables de se reproduire et de répondre à des exigences de survie dans un environnement en évolution. Avant de rejoindre le Chili, Beer avait travaillé pour de grandes entreprises, comme United Steel au Royaume-Uni. Mais si on peut faire des entreprises homéostatiques, pourquoi pas des gouvernements homéostatiques? Beer tente donc d'appliquer ces théories cybernétiques au gouvernement en grandeur nature à Santiago. Symbole du projet, la salle opérationnelle a été installée en centre-ville, dans la cour intérieure d'un bâtiment de la Société nationale des télécommunications à Santiago. C'est un espace hexagonal, digne de la science-fiction, avec des chaises pivotantes en fibre de verre blanche avec des coussins orange, et sur les murs des écrans futuristes. Les tableaux et le papier étaient interdits. Les personnes assises dans la salle pouvaient passer en revue les informations saillantes calculées à partir d'un flux en temps réel de données provenant des entités de tout le pays. 4 écrans permettaient d'afficher des centaines d'images et de chiffres en appuyant simplement sur un bouton, fournissant des informations historiques et statistiques sur la production. Mais les schémas devaient être préparés à la main, un travail effectué par de jeunes graphistes. Le gouvernement chilien avait le contrôle d'une partie importante de l'économie. Allende, qui avait pris ses fonctions en novembre 70, avait nationalisé les principales industries du pays. Il avait également promis la participation des travailleurs au processus de planification. Beer projetait de construire une usine pour produire des salles opérationnelles. Chaque entreprise industrielle dirigée par l'État devait en avoir une. La mission de Beer était donc de fournir un système d'information hyper moderne pour l'époque, qui rendrait cela possible. Par conséquent, de faire rentrer le socialisme à l'ère de l'informatique. Mais c'était un défi. Le gouvernement chilien manquait de liquidités et de fournitures. Les États-Unis hostiles à la campagne de nationalisation d'Allende cherchaient à isoler le Chili.
Nationaliser des centaines d'entreprises, réorienter leur production vers les besoins sociaux et remplacer le système des prix par une planification centralisée, tout en favorisant la participation des travailleurs, n'était pas simple. Les problèmes de planification des entreprises étaient similaires à ceux des planificateurs centraux. Et les ordinateurs, qui permettaient l'automatisation des usines, étaient en fait de peu d'utilité. Un mur était réservé au projet Cyberfolk, pour mesurer en temps réel le bonheur de toute la nation en réponse aux décisions prises dans la salle opérationnelle. Pierre avait conçu un appareil qui permettrait aux gens depuis leur salon de signaler leur humeur à l'aide d'un pointeur sur un cadran. Ce compteur, algédonique, devait rendre compte du succès des politiques gouvernementales. En octobre 1972, une grève nationale des camionneurs, qui craignait une nationalisation, menace de paralyser le pays. CyberSyn est alors utilisé pour déjouer les grévistes, identifier les ressources disponibles et les itinéraires alternatifs pour contourner les barrages routiers, assurant en particulier l'approvisionnement alimentaire de la capitale. Mais concrètement, le projet souleva des difficultés insolubles et beaucoup de frustration. Beer disait, et je cite, « I can see no way of practical change that doesn't very quickly damage the challenge bureaucracy beyond repair. » Tout s'arrête après le coup d'État de 1973, duquel Beer échappa, il n'était pas au Chili à ce moment-là. Beer était un visionnaire, et le projet CyberSyn, même s'il n'a pas eu de suite, pour des raisons politiques, constituait une étonnante anticipation sur ce qui devait émerger des décennies plus tard. Beer pensa déjà dans les années 60 le couplage entre un ordinateur de contrôle et la capture sensorielle des événements en temps réel, une anticipation des appareils connectés au réseau et de l'Internet des objets. L'échec brutal du projet CyberSyn ne mit pas fin à l'idée, dans les cercles socialistes, d'une économie mieux planifiée. En 1993, un informaticien et un économiste écossais publièrent un ouvrage intitulé Towards a New Socialism, s'appuyant sur les travaux de Stafford Beer pour proposer une nouvelle économie socialiste planifiée. Les villes intelligentes, ou smart, le qualifique anglais est nettement plus intéressant et significatif que son horrible traduction en français, comme si l'intelligence avait manqué aux villes autrefois, les smart cities donc, si populaires aujourd'hui, ne sont pas sans rappeler les ambitions du projet CyberSyn. Smart est l'expression qui qualifie l'ensemble de ces techniques, à commencer par le smartphone, les smart devices, jusqu'au smart grid. Le mot a un sens beaucoup plus large que l'intelligence, en relation avec le comportement, la perception, une forme de confort, voire d'élégance. L'étymologie n'est pas inintéressante, elle renvoie à l'allemand Schmerzen, avoir mal physiquement. Une smart city est une zone urbaine qui optimise ses services sur la base d'une remontée continue de données, d'observation du comportement des acteurs et des flux, tous les flux, personnes, véhicules, énergie, transport, pollution de l'air, etc. Le calcul de ces données permet de planifier en fonction d'expériences, d'observer des corrélations, de prendre des décisions, etc. Toutes les actions que le gouvernement a pu faire grâce à la statistique, mais désormais l'information alimente la machine avec un flux continu en temps réel, et le traitement est algorithmique. Ainsi, pour une partie croissante des caméras de surveillance, les données sont analysées automatiquement pour détecter des patterns plus ou moins complexes, nécessitant parfois une action, comme compter les personnes, flasher la plaque d'immatriculation d'une voiture en infraction, identifier un individu rentrant dans une zone restreinte, payante par exemple, ou en infraction, délinquante. Ces données, traitées de manière algorithmique, conduisent à une nouvelle forme de gouvernance, qui n'est plus simplement conforme à une règle légale d'un système bureaucratique, ni à une règle marchande d'un système commercial, mais une règle algocratique, à laquelle il va falloir se conformer. Comme l'a très bien exprimé il y a déjà un certain temps Lawrence Lessig, Code is law. La sécurité est un domaine qui, pour des raisons politiques liées à la montée du sentiment d'insécurité, mon propos n'est nullement ici d'aborder cette question, par ailleurs extrêmement complexe de l'insécurité. Mais force est de constater que cette préoccupation est devenue prioritaire dans l'agenda de la ville intelligente. Or, le numérique est évidemment la réponse. Le numérique, c'est précisément la technologie du contrôle. Ainsi, les gouvernements européens déploient de nouvelles technologies le long de la frontière gréco-turque pour détecter les migrants et les empêcher de franchir la frontière, basées sur de nombreux capteurs qui envoient les données au centre de contrôle pour signaler les mouvements suspects en recourant à des techniques d'intelligence artificielle. C'est un domaine associé à un marché important pour des acteurs industriels de l'informatique et auquel contribue également la recherche publique. Pour autant, cette société de surveillance suscite de sérieuses réserves. Elle est incontestablement dystopique, quelle que soit la présentation qu'on en fasse.
elle accompagne la croissance d'un désordre social qu'elle tente de contenir et qu'on ne peut que déplorer. Cette tension dans la société est frappante, pour son côté inéluctable. En d'autres termes, on ne voit pas trop quelle force pourrait mettre fin à cette croissance du contrôle. On pourrait comparer cette inéluctable ascension à celle qui caractérisait la croissance de la production du charbon, puis du pétrole, pour répondre à une consommation énergétique toujours plus intense. Mais si l'énergie permet de remplacer la force humaine, puis plus généralement le travail humain par la machine, l'information permet de remplacer le contrôle humain, puis plus généralement la gouvernance par la machine. La Smart City est intéressante de ce point de vue. Gouvernée par des algorithmes qui gèrent l'ensemble des flux et, in fine, décident de l'allocation des ressources aux acteurs, elle permet de répondre à la fois aux tensions du monde, à la nécessaire adaptation à la montée des températures, à l'atténuation de l'impact de ces concentrations de population sur l'environnement, que la densité permet d'optimiser justement, et aux aspirations de la population, diminution de la pollution, réintégration de la nature en ville par les espaces verts, le maraîchage local ou la préservation de la biodiversité. L'objectif de la Smart City est précisément d'être smart, tout en modulation, une continuité qui s'adapte à un réel en constante évolution, capable de décider en fonction de critères à des granularités différentes, comme seuls les systèmes numériques peuvent le faire. La régulation du transport offre un bon exemple, et un exemple sans controverse sérieuse, de cette modulation calculée sur la base d'informations à toutes les échelles. La commande des feux de circulation était historiquement purement statique, une alternance périodique de rouge et de vert, basée sur une évaluation des flux. Certains pays ont adopté depuis longtemps des feux avec capteurs, la nuit par exemple, qui passent au vert s'ils repèrent un véhicule en attente. Mais aujourd'hui, de nombreuses villes ont adopté un contrôle centralisé de l'ensemble des feux, qui permet des modulations en fonction de très nombreux critères. Les rythmes journaliers, les événements exceptionnels, un match de foot par exemple, qui génère un fort trafic dans un sens, et un peu plus tard dans l'autre sens. L'ensemble des feux peut être imperceptiblement modulé pour fluidifier le trafic. Ce peut être aussi une modulation plus subtile et ponctuelle pour faciliter le mouvement des pompiers ou des véhicules prioritaires en général, qui leur ouvrent la voie jusqu'à leur destination. L'exemple du contrôle des feux illustre les médiations complexes déployées entre des dispositifs de contrôle d'un système de flux, rythmés par des temporalités périodiques comme irrégulières, et la prise en compte d'acteurs ayant des priorités variables. Les participants sont des personnes, des institutions et des dispositifs technologiques. L'intermédiation est absolument générale. Elle touche au niveau mondial près d'une centaine de milliards d'objets, parmi lesquels des humains. Cette modulation peut se décliner dans tous les domaines. Une production énergétique qui ne satisfait plus la demande, mais doit être allouée de manière la plus smart possible, en définissant dynamiquement des priorités locales qui tiennent compte des paramètres globaux, comme la variabilité de la production à venir en fonction des aléas météorologiques par exemple. On touche ici à un domaine un peu plus politique et controversé. Quels principes généraux doivent guider un arbitrage que des algorithmes mettront en œuvre? La consommation alimentaire, en phase avec une production locale, variable, donc en fonction des saisons, et des aléas est un autre exemple de modulation qui se développe dans les villes. L'arbitrage des conflits ordinaires entre personnes ou entre les personnes et les structures, que les algorithmes permettent de juger sur la base de la jurisprudence, constitue un autre exemple. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Mais ce qui importe, c'est que cette modulation ne peut que être le fruit d'un puissant système d'intermédiation numérique qui gère les flux en fonction d'une information recueillie en général en temps réel, avec une interaction directe avec les acteurs de toutes les phases des nombreux marchés multifaces, les producteurs comme les consommateurs de biens ou de services, et dont le principe de base est l'algorithme d'optimisation, et non un principe réglementaire ou légal, ni un principe purement économique d'équilibre de marché sous des contraintes légales. C'est donc un système de gouvernement radicalement nouveau qui émerge. De nombreux concepts ont été proposés pour caractériser cette machinerie de commande des sociétés humaines, comme les machines sociales. La plupart des concepts butent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un système conçu en tant que tel par une entité particulière, mais d'un système décentralisé impliquant de très nombreux acteurs qui collectivement participent à la construction de nouvelles formes de gouvernance. Cette participation peut être non intentionnelle, comme relevée d'une stratégie fine.
Les grands acteurs du numérique, comme les grandes nations numériques, déploient une stratégie très affinée de prise de pouvoir dans cette sphère que les autres subissent en tentant de s'y adapter. On ne peut à mon sens comprendre cette évolution que comme un phénomène d'émergence. Il est porté par la naissance, on pourrait dire l'irruption, d'un nouveau type d'acteurs, les plateformes d'intermédiation, qui jouissent, c'est là où le phénomène d'émergence intervient, d'un environnement on ne peut plus favorable. Ce que les plateformes cherchent à assurer, c'est leur capacité à opérer un lien direct avec leurs utilisateurs dans un nombre de secteurs croissant, sans trop de contraintes légales. Ce que les États tentent de défendre, à l'inverse, couvre un spectre de responsabilités beaucoup plus large. Entre d'une part la défense d'industries devenues caduques, mais dont l'effondrement génère des problèmes sociaux de premier ordre, et d'autre part les valeurs fondamentales de la société. Dans le premier cas, la bataille est perdue d'avance, si on se place dans une perspective de long terme. Incontestablement, de nombreux progrès restent à faire pour l'administration publique, et en particulier au niveau de la fiscalité dans leur interaction avec les plateformes. Mais même fortement taxées, les plateformes continueront à opérer. De surcroît, leur mode opératoire, par le contrôle de l'intermédiation, se généralise et il pénétrera l'ensemble du secteur public. Cette transformation est désormais mise en œuvre par la part croissante des normes qui se déploient sur les territoires et qui sont le fait des plateformes numériques. Elles constituent une nouvelle forme de gouvernementalité qui échappe pour l'essentiel à l'administration publique. Certes, de nombreux conflits émaillent leur déploiement, mais même si les plateformes sont amenées à perdre de nombreux procès en justice, l'évolution globale leur est plus que favorable. Leurs services ont en général été adoptés par la majorité de la population dans un temps extrêmement court et sont devenus des services essentiels sur lesquels reposent de plus en plus d'acteurs individuels ou collectifs, avant même que l'administration soit même de s'emparer des éventuelles conséquences. Toute la construction sociale est secouée par cette régulation algorithmique, comme l'appelle Tim O'Reilly, turiféraire de ces nouveaux modes de gouvernance, qui abolissent les règles rigides et les lois au profit de boucles de rétroaction fluides et personnalisées qui résultent en temps réel de l'activité de chacun et de l'activité globale. Mais, comme le note bien Eugénie Morozov dans un article intitulé Digital Socialism, The Calculation Debate of the Age of Big Data, publié au printemps 2019 dans la New Left Review, et je cite, « Cette transformation se fait au prix de la suppression de certains droits, et avec eux, de toute une manière de penser la coordination sociale en termes d'institutions porteuses de solidarité et de loi. » Fin de citation. Morozov poursuit sur la question fondamentale de la complexité. Je cite à nouveau. Un système qui réduit la complexité, en rendant la loi explicite, déplace la charge de s'y adapter sur les fournisseurs, comme avec les normes de sécurité pour les médicaments par exemple, et laisse les consommateurs sans anxiété. Comparé à un système qui réduit la complexité en utilisant les lois implicites et tacites de concurrence capitaliste pour inciter à la fois les producteurs et les consommateurs à ajuster leur comportement. Quelle que soit leur différence d'efficacité, le premier système a l'avantage de ne pas discipliner secrètement les consommateurs. Fin de citation. La tension qui existe sur la manière de déterminer le prix juste entre l'arbitrage du marché et celui de la réglementation se complexifie pour intégrer une tension entre une règle fixe et une règle flottante. Morozov commente, et je cite à nouveau, « Les solutions aux problèmes sociaux qui s'appuient sur la logique du droit et donc sur des cadres collectifs soumis à une révision démocratique cèdent du terrain aux solutions fondées sur la logique du marché, adaptées à la figure atomisée du consommateur. » Fin de citation. L'exemple d'Uber offre une bonne illustration de ce mécanisme. Morozov montre que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et je cite à nouveau, la raison pour laquelle le modèle pré-Uber des tarifs réglementés n'incorporait pas les retours d'expérience n'est pas technologique. Ces données auraient pu être recueillies dans le cadre des possibilités technologiques antérieures. La rigidité des tarifs des taxis n'était pas la conséquence d'hypothèses erronées concernant le prix et les informations, mais le reflet des conditions légales imposées aux propriétaires de taxis. Ce qu'ils savaient des passagers ou des conditions changeantes du marché n'était pas pertinent, car ils étaient légalement obligés d'offrir le même service au même tarif pour tout le monde. Fin de citation. Ce n'est donc plus seulement le prix qui résulte du marché et peut fluctuer librement en fonction de la dynamique, mais la loi elle-même qui peut fluctuer en fonction des individus et du contexte. Ces fluctuations ne sont pour autant pas le fait de la main invisible. Elles résultent de la machinerie cybernétique globale
dont les plateformes sont les acteurs les plus influents. Au-delà de ces considérations sur la fluctuation des règles, il est une question plus basique qui suscite de nombreuses tensions, celle des données. Que peut-on récolter? Pour quel usage? Qui en décide? À qui appartiennent-elles? Et qui en a le contrôle quand il s'agit de données personnelles, c'est-à-dire associées directement à la sphère privée d'un individu? C'est une des questions fondamentales et vraiment complexes auxquelles nos sociétés sont confrontées. On peut la considérer de différents points de vue, économique, juridique, éthique ou encore politique. À ce stade, la majeure partie de ces données sont accumulées par les plateformes. Stafford Beer affirmait déjà dans les années 70 que l'information est une ressource nationale. Il était en avance sur son temps en abordant la question de la propriété. Mais pas seulement la question de la propriété des données, également celle des moyens de production des données. Ces deux questions ne peuvent se réduire ni à un problème technologique, ni à un problème économique. Le régulateur s'y intéresse, bien sûr. Les législations évoluent, et elles vont probablement évoluer de manière importante dans les années à venir, dans les différentes régions du monde, et tout particulièrement aux États-Unis et en Chine, où sont situés les principaux acteurs mondiaux. D'innombrables questions se posent à ce sujet. La propriété des données personnelles, par exemple, à qui elles appartiennent, à la personne ou à la plateforme. Mais que signifie la propriété? Quels sont les droits attachés à cette propriété? Qu'est-ce qui peut en être fait raisonnablement? La question peut relever de l'éthique. Ou plus souvent les, cadres légaux qui s'appliquent. Les lieux de stockage. Les acteurs qui peuvent accéder aux données. Ainsi que les espaces géographiques et temporels où les services basés sur ces données peuvent être utilisés. Mais au-delà de ces nombreuses questions qui concernent l'implémentation dans la société des mécanismes de traitement de la donnée, une question plus fondamentale se pose. Est-il souhaitable d'accéder à ces données ou d'élargir le champ des possibles autour de ces données? Supposons que l'ensemble des données des plateformes puissent être accessibles pour construire des services. Laissons de côté les questions précédentes, éthiques ou juridiques en particulier. Supposons qu'un cadre légal ait été mis en place qui réponde de manière globalement satisfaisante. De ces innombrables données, on peut construire un système de gouvernance de la société qui anticipe les besoins, optimise les ressources, d'une manière radicalement différente de ce qui existe aujourd'hui. C'est une nouvelle société qui émerge. Est-elle souhaitable? Quelles expériences avons-nous de ces croisements de données d'origines différentes pour gouverner les humains? Le social scoring est probablement le système le plus explicite et le plus avancé d'une telle capacité d'accès généralisé aux données. Il existe à des degrés d'avancement variables dans de nombreux pays, et il convient de le souligner à des degrés de transparence également très variables. Pour une part, cette machinerie est largement invisible. L'idée du social scoring est de guider le comportement, en pénalisant les comportements plus ou moins réprimandables et en récompensant les comportements vertueux. Ainsi, jeter sa poubelle sans égard pour le tri ou être ivre sur la voie publique peut être pénalisé, mais compensé par la dénonciation d'un voisin qui se livrerait à de tels exercices. Si un tel exemple choque en France, cette forme de régulation du comportement est la norme chez notre voisin suisse. Les banques américaines recourent à des systèmes sophistiqués pour juger de la solvabilité et du risque d'une personne qui demande un prêt. Outre les mouvements bancaires, le comportement commercial révèle un mode de vie qui permet d'évaluer le risque. Il faut pour ce faire réunir des données d'origine différente, ce qui est l'activité des data brokers. Aux États-Unis, de telles méthodes sont utilisées également dans la sphère politique pour influencer les électeurs. Le scandale Facebook Cambridge Analytica démontre à quel point ces méthodes, aussi controversées soient-elles, sont passées dans les usages, et ce, y compris pour des applications remettant en cause les fondements philosophiques même de la société et de son fonctionnement démocratique. Pour autant, c'est la Chine qui a probablement développé le système le plus ambitieux dans ce domaine. Mais peut-être précisément parce qu'il est ambitieux et qu'il affiche cette ambition, est-il moins opaque que ce que l'Occident développe, mais de manière plus cachée. Je voudrais rappeler à ce sujet les propos du ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, tenus en mars 2020
à propos des applications de contact tracing pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce n'est pas dans la culture française, disait-il. La France développera finalement une telle application, nonobstant le fait que ce n'est pas dans notre culture. Je ne rappelle pas ce propos pour polémiquer, ce genre de polémique est vain. Mais cette prise de position d'un membre éminent du gouvernement illustre l'incapacité de faire face à la montée en puissance de la société de surveillance. On la construit donc sans vraiment penser en amont, sans en parler, ou tout au moins pas suffisamment. Le rapport du Sénat sur crise sanitaire et outils numériques, qui vient d'être publié le 3 janvier dernier, considère fort à propos cette question si fondamentale de l'exercice politique. Le même phénomène touche la liberté d'expression. Un sujet on ne peut plus sensible, mais dont la plateformisation rebat les cartes d'une manière qui ne permet pas la continuité. Je voudrais, pour finir, aborder brièvement les modèles pour l'analyse. L'idée donc de modéliser la société comme un système qui traite de l'information. Cette idée, j'ai essayé de la promouvoir avec le concept de datasphère. La datasphère contient toutes les informations, qu'elles soient sous le pouvoir de la société des humains ou non. C'est vague comme concept, parce qu'un morceau d'information, c'est une chose intangible, difficile à définir, et qui par ailleurs suppose de la matière pour être stockée, du code pour être déchiffré, et une machinerie de traitement pour être utilisée. Le concept englobant de la technosphère a constitué une forte source d'inspiration pour moi pour définir la datasphère, comme celui beaucoup plus ancien de la noosphère. La technosphère, l'agencement de l'ensemble des industries humaines, énergie, agriculture, transport, etc., et leurs règles de fonctionnement en interaction avec les sphères des sciences de la Terre. La noosphère, la sphère de la pensée, dans une hiérarchie d'émergence, au-dessus de la sphère du vivant, elle-même au-dessus de la sphère de l'inerte. L'idée de la datasphère, c'est l'intégration de l'ensemble des processus de traitement d'information dans un seul système, et ce, qu'ils relèvent ou non de la fabrique humaine. Les deux, humains et non humains donc, connaissent une certaine convergence. Ils sont au moins interconnectés à ce stade, et les humains hackent la nature. Le rôle de l'information est intégré de manière croissante dans les approches scientifiques de nombreuses disciplines. C'est clair par exemple en biologie avec le code pour les protéines ou la communication interorganismes, mais également en économie où les asymétries d'information ou la rationalité, une hypothèse sur le traitement de l'information, sont centrales. On peut concevoir les sociétés humaines comme des structures dissipatives au sens de Prigogine, c'est-à-dire des structures dynamiques qui dépendent pour leur existence de flux d'énergie, de matière et d'information, et qui, au moyen du traitement de l'information, dissipent l'entropie, maintiennent une certaine stabilité de leur structure qui, comme pour le vivant, évolue. Toutes les sociétés s'organisent et organisent leur environnement pour drainer suffisamment de ressources matérielles et énergétiques pour garantir la vie de leurs membres. Pour ce faire, elles génèrent un flux d'informations vers l'extérieur qui structure la relation avec leur environnement qu'elles organisent, et un flux entrant de matière et d'énergie. Et pour maintenir une forme d'homéostasie, elles génèrent également un flux inverse, un flux entrant d'informations, elles dérivent de la connaissance, et un flux sortant de matière et d'énergie. Le processus de structuration des connaissances repose sur le traitement de ces flux d'informations, qui permet d'aligner la compréhension, le savoir-faire et les compétences des individus de la société, y compris leurs moyens techniques et organisationnels de résolution de problèmes, de manière à générer et maintenir la cohésion du groupe. Ce processus est responsable de la coévolution à long terme des connaissances humaines, de la technologie, des institutions sociales, et également des environnements dans lesquels les sociétés se développent. L'accumulation des capacités de traitement de l'information permet une augmentation concomitante des flux de matière, d'énergie et d'information à travers un groupe ou une société, ce qui permet à ses membres de croître en nombre. Cette accumulation de connaissances a conduit au concept de cerveau global de l'humanité, qui s'est développé progressivement. C'est d'abord l'idée de l'encyclopédie, l'homogénéisation des connaissances et la facilité d'accès à une connaissance objective, valide et partagée. Cette idée est bien sûr présente dans le projet des Lumières au XVIIIe siècle. Au XXe siècle, Herbert George Wells se fera l'avocat de cette position. Il écrira une série d'articles dans les années 30, rassemblés dans un livre intitulé World Brain. Wells écrit dans les années d'après-guerre, alors que la tension monte. Il déplore le manque de culture des artisans du traité de Versailles et d'établissement de la Société des Nations.
Wells, à la fois auteur de science-fiction, scientifique et intellectuel, est convaincu qu'un savoir partagé est une condition pour la paix. Il permettrait d'harmoniser les visions et de limiter les risques de guerre. Il rêve, et je cite, d'une encyclopédie mondiale qui formerait le background de chaque homme intelligent dans le monde. Elle serait vivante, croissant et changeant continuellement au cours des révisions, des extensions et des remplacements, qui serait assurée par les penseurs originaux du monde entier. Chaque université et institution de recherche devrait l'alimenter. Tout jeune esprit devrait être mis en contact avec son organisation éditoriale. Et d'autre part, son contenu serait la source standard du matériel pédagogique pour l'école et l'université, la base pour la vérification des faits et des déclarations, partout dans le monde. Même les journalistes daigneraient s'en servir. Même les propriétaires de journaux pourraient être obligés de la respecter. Il y a dans cette vision de Wells une anticipation sur les systèmes de connaissances qui émergeront plus d'un demi-siècle plus tard, avec le moteur de recherche et Wikipédia. Quelques années après Wells, Asimov exploitera cette idée d'encyclopédie dans Foundations. Mais c'est également une anticipation sur leur rôle politique, dans l'établissement d'une référence commune qui contribue à limiter la possibilité de conflit. C'est une utopie, bien sûr, mais qui pourrait également devenir dystopique. Nous sommes précisément au cœur de turbulences sur l'établissement de la vérité, aujourd'hui, qui pourrait conduire à une dystopique vérité. Une fois que cette connaissance encyclopédique est stockée sur une machine, le rôle de cette dernière n'a aucune raison de se limiter à la facilité de stockage et d'accès pour les humains sur le mode antérieur. Le principe éditorial change d'ailleurs avec Wikipédia, qui assure une intermédiation sur le marché des producteurs, correcteurs et consommateurs de connaissances, contribuant à de nouvelles normes sociales. Mais au-delà des usages, la machine peut également traiter les données. Le web sémantique, initialement proposé par Tim Berners-Lee, va un peu plus loin dans ce sens. En liant les connaissances par des liens, il permet le développement d'associations sémantiques subtiles qui peuvent être exploitées par la machine, capables alors de faire des inférences, l'amorce donc d'une forme de réflexion automatique. Pas tout à fait un cerveau encore, mais une interaction déjà intelligente. L'idée du cerveau global émerge dans les années 60 chez l'écrivain Arthur Clarke, par exemple, une vision futuriste inspirée des neurosciences et des réseaux qui interconnectent les humains et leurs artefacts technologiques. Le cerveau global recueille une quantité d'informations croissante et assure une fonction de coordination irremplaçable entre les organisations sociales. C'est un système décentralisé, un système complexe adaptatif, avec néanmoins de puissants centres de pouvoir. Certains le perçoivent comme une émergence, celle d'une nouvelle organisation globale de l'humanité, avec un système, un métasystème, qui est plus puissant que la somme de ses sous-systèmes. Depuis une dizaine d'années, un Global Brain Institute a été créé à l'Université libre de Bruxelles pour étudier sa structure, comprendre comment elle pourrait être mieux programmée, en lien avec le Center for Collective Intelligence du MIT. Le groupe autour de la plateforme Principia Cybernetica considère la question en termes de science des systèmes et de cybernétique, également avec une approche évolutionniste. L'enjeu est fondamentalement de comprendre les organisations contemporaines en émergence. La contribution de Benjamin Bratton, sociologue spécialiste du design à l'Université de Californie à San Diego, est particulièrement intéressante. Dans son livre The Stack, On Software and Sovereignty, il développe une nouvelle théorie de la souveraineté, dépendante de ce système planétaire qui opère à toutes les échelles et remet en cause les idées traditionnelles de souveraineté centrées sur l'État-nation. Il propose une nouvelle théorie de la géopolitique, dans laquelle les nations sont déformées par le calcul. De nouveaux territoires sont créés, qui forment une mégastructure, qui ressemble à l'architecture d'un réseau multicouche, ce que Bratton appelle stack, la pile. Les plateformes sont au même niveau que les États ou les marchés, mais de nature différente. Son stack a 6 niveaux: terre, cloud, ville, adresse, interface et utilisateur. Le premier niveau de terre concentre l'ensemble des ressources énergétiques qui alimentent le second, niveau du cloud, composé de plateformes. Piloté via le cloud, le niveau ville organise les interactions en utilisant les adresses et l'interface. L'utilisateur interagit sur le système via l'interface. Penser la politique impose donc de penser cette nouvelle organisation du pouvoir. Et pour ça, il faut pouvoir se représenter les acteurs et leurs relations, d'où l'importance de ces modèles. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain cours, je considérerai la singularité, les implications pour les sociétés humaines de l'existence de machines plus puissantes
que les humains.